Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. C'est l'heure du bilan pour le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND 2021-2025 sous la supervision du vice-président Temoko Melette Kone. Les responsables des départements ministériels et les partenaires techniques et financiers ont fait l'état des lieux. L'enjeu principal reste la mobilisation des financements. Paris, la capitale, s'est parée de ses couleurs olympiques et a enfilé sa tenue de fête. Demain, la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est dans la capitale française pour soutenir les athlètes ivoiriens au nom du chef de l'État. Avant le top départ officiel de ces JO, il a été reçu par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en visite de travail à Accra, a échangé avec les chefs d'entreprise ivoiriens résidant au Ghana. Cette rencontre a permis à ces hommes d'affaires et travailleurs de divers domaines d'exprimer leur volonté de promouvoir la destination Côte d'Ivoire au Ghana et participer au développement de leur pays d'origine. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le nouvel archevêque métropolitain de Bouaké. Il a été nommé aujourd'hui par le pape François. Sa prise de possession canonique aura lieu le 14 septembre prochain au diocèse de Bouaké où il a exercé comme évêque auxiliaire et administrateur apostolique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND 2021-2025 vient de se tenir et justement sa première réunion bilan a eu lieu en présence du vice-président Temoko Melette Kone qui en a su la présidence. Notez que ce conseil a fait l'évaluation des activités réalisées et l'enjeu principal reste la mobilisation des financements. Fin 2023 dernier, près de 8 690 milliards de francs CFA d'investissement public ont été mobilisés, soit un taux d'exécution de 57%. Mama Traoré pour le reportage. Le plan national de développement PND est en quelque sorte la matrice des actions de développement à mener par le gouvernement dans tous les secteurs sur une durée de 5 ans. Dans sa troisième version concernant la période 2021-2025, le PND continue de se déployer, la mobilisation des financements se poursuit. Ce jeudi, en sa qualité de président du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, le vice-président tient une réunion bilan avec les responsables des départements ministériels concernés et les partenaires techniques et financiers impliqués. Le groupe des PTF a pu observer les efforts mis en œuvre par le gouvernement avec une augmentation continue du budget de l'État sur les 6 dernières années qui reflète les ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons noté avec intérêt les progrès réalisés en matière de gouvernance économique. Je suis convaincu que ce cadre institutionnel de suivi du plan national de développement est une opportunité de renforcer le partenariat qui nous unit vers un souhait commun qui est l'atteinte des objectifs de développement pour une Côte d'Ivoire 3.0. Cet engagement a de quoi rassurer car le PND est encore loin du compte. Sur les 15 340 milliards attendus, 8 690 milliards ont déjà été mobilisés. S'agissant des annonces de financement, c'est près de 10 700 milliards de francs CFA sur les 15 706 milliards de francs CFA annoncés par les bailleurs. Outre la levée des fonds, d'autres défis font obstacle. 1. L'accélération du développement des grappes industrielles. 2. Le financement du développement des infrastructures industrielles. La coordination intersectorielle dans la prise en charge des problématiques de développement industriel. L'accroissement de la productivité du secteur agricole, l'amélioration de la qualité de service et de la garantie de la sécurité énergétique, le développement des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, la généralisation et le renforcement de l'efficacité de la couverture maladie universelle, l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité, et la fourniture d'eau potable à toute la population. Afin de surmonter ces défis, Temoko Melette Kone livre quelques orientations aux membres du gouvernement. Entre autres, la revue du projet de société, baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, la nécessité d'assurer une bonne maturation des projets d'investissement public ou encore l'accélération des politiques de développement national du secteur privé et la promotion des champions nationaux. Toutes ces orientations visent à booster l'efficacité du PND.
L'évaluation de la mise en œuvre du PND doit être renforcée tout en accordant une place prépondérante au ressenti des populations. Pour ce faire, il faudra veiller à améliorer la collecte régulière des données statistiques dans chaque région. L'actualité de ces derniers mois a renforcé ce besoin, de même que la nécessité d'une mise à jour régulière et d'un effort de communication sur les statistiques relatives aux indicateurs sociaux définis au niveau international, afin que l'appréciation de la Côte d'Ivoire par les instances d'évaluation à l'échelle mondiale reflète les efforts réalisés sur le terrain. Timoko Meïliekone exhorte également les organes en charge du suivi du PND à déjà préparer le prochain plan qui couvrira la période 2026-2030. Voilà, et c'est la bonne ambiance en ce moment en France. Paris, la capitale, s'est parée de ses couleurs olympiques et a enfilé sa tenue de fête. Demain, la cérémonie d'ouverture des JO. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a des athlètes en lice. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est donc dans la capitale française pour leur apporter le soutien du chef de l'État. Avant le top départ officiel de ces Jeux, il a été reçu par la maire de Paris, Anne Hidalgo, Alexis Ouédraogo, Adama Kéré sont nos envoyés spéciaux. À 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est à l'hôtel de ville de Paris. Il est reçu par la maire Anne Hidalgo. Au cœur de leur échange, du partage d'expériences. J'étais très heureuse quand il a été nommé à cette fonction. C'est très fort de voir aussi l'expérience qui est la sienne et qu'il met maintenant au service de la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis, vous le savez, j'ai aussi une très très grande affection et admiration pour le président Ouattara et pour son épouse. Je veux aussi leur transmettre toute mon amitié, leur dire ma fierté de les accueillir à travers le Premier ministre et l'ambassadeur aussi. Autre point, celui de la dépollution de la Seine, un succès que la Côte d'Ivoire compte bien exploiter. Nous avons parcouru avec Madame le maire beaucoup de sujets et nous avons été très impressionnés par la méthode utilisée dans l'organisation. Dans le choix des hommes, elle s'est appesantie essentiellement pour choisir des hommes de consensus modérés, mais très pointus dans l'analyse des situations et des solutions. Et elle a aussi choisi des hommes d'expérience qui ont eu la capacité de gérer de grandes infrastructures. Et nous avons saisi l'opportunité pour parler de la Seine. Parce que pour que la Seine soit utilisable dans la baignade, elle a fait un travail colossal avec le soutien du gouvernement, des régions, de la collectivité urbaine. Et j'ai pris plaisir à écouter dans les moindres détails tout ce qui a été fait. Je vais en faire usage pour Abidjan, pour la lagune d'Abidjan. Ce soir, le chef du gouvernement prend part au sommet sur le sport et le développement durable en présence d'Emmanuel Macron. Voilà, les JO de Paris, événement planétaire, sera suivi selon les statistiques par plus d'1 milliard de téléspectateurs. 110 chefs d'État et de gouvernement assisteront demain à la cérémonie officielle d'ouverture. Parmi eux, une douzaine de chefs d'État africains. Ce sont entre autres les présidents camerounais, Paul Biya, le rwandais Paul Kagame, le togolais Faure Gnassingbé ou le malgache Andry Rajoelina. Le premier ministre Robert Begré-Mambé représentera le président ivoirien Alassane Ouattara. La capitale française se prépare ainsi à vibrer au rythme des JO avec son slogan « Plus vite, plus haut, plus fort ». Voilà, nous sommes donc à quelques heures du top départ officiel de ces JO de Paris. La flamme olympique a terminé sa course pour laisser la place aux Jeux des athlètes. 47 disciplines sont à l'affiche de cet événement sportif qui va emballer toute la France pendant des jours. Et bien, pour le succès de l'organisation, les forces de l'ordre sont mobilisées. 45 000 membres au total sont réquisitionnés pour la sécurisation de ces Jeux olympiques et paralympiques. Entre renforcement sécuritaire, sanitaire et mobilisation, la Ville Lumière entend briller de 1000 feux pour éblouir spectateurs et téléspectateurs. Illustration est dans ce dossier inter signé Alexis Ouédraogo.
Des mains de stars internationales à celles d'anonymes, la flamme olympique partie d'Athènes en avril dernier va achever ce vendredi son parcours à la basilique Saint-Denis, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Dans la capitale française, le dispositif sécuritaire se renforce au point stratégique. Les gendarmes sont épaulés dans leur patrouille par des collègues de différents pays. Avoir des collègues de la Guardia ici en France avec nous qui peuvent nous aider sur des patrouilles dans le cadre des JO, c'est quelque chose, je trouve, de bénéfique pour nous. Ça permet d'échanger, de voir nos façons de travailler, etc. Et franchement, c'est très bien, moi j'apprécie. C'est toujours agréable de voir des collègues d'autres pays être ici. Une situation qui rassure les populations. Il y a beaucoup de policiers, beaucoup de gens avec des badges, beaucoup d'équipes sportives. Oh, franchement, pour une première fois, pour moi, à Paris, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Entre passe gris, rouge et nouveaux plans de circulation, difficile pour certains résidents des zones sous haute protection de rentrer à la maison. Tout le temps, non. J'habite dans la zone grise. Comment je fais? C'est fermé aussi. Je dois passer par Strasbourg pour venir jusqu'à chez moi. Comment ça se passe? Une colère que partage le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. On attendait à ce que les hôtels soient pleins, les appartements de location touristique soient pleins et qu'on n'ait même pas de place pour les Parisiens. Et finalement, c'est l'opposé. On est vide et tous les Parisiens une grande partie des Parisiens sont partis. Les raisons sont finalement assez simples et nous on le disait depuis quelque temps. Paris est incirculable. C'est un grand sens interdit à ciel ouvert. On ne sait plus où se diriger, les GPS sont complètement perdus. Vous avez des endroits emblématiques de Paris où les touristes, vous n'êtes plus accessible. Je pense à la place de la Concorde, au Trocadéro, la Tour Eiffel. Regardez, vous avez les 45 000 barrières avec ces grillages qui ont été mis en place. Donc regardez la Tour Eiffel derrière des grillages. Un touriste qui vient de loin n'a pas envie de payer pour ça. On lui dit attention, les transports en commun c'est compliqué. Il y a des axes, il y a des QR codes. Donc en fait, un touriste qui n'est pas très intéressé par les JO va se dire c'est pas le moment de venir, je viendrai plutôt après les JO, mais pas pour le moment. Avec le dispositif sécuritaire, celui-ci, plusieurs sportifs ont été testés positifs à la Covid-19. On a vu qu'en termes épidémiologiques, il y a eu plutôt une pointe au mois de juin. Au contraire, maintenant plutôt une baisse du nombre de cas, mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons dû prendre certaines mesures. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur le Tour de France. Vous savez aussi qu'il y a deux équipes, l'équipe de judo, l'équipe de natation, qui ont pris des dispositions spécifiques. C'est un risque qu'on surveille vraiment de manière extrêmement sérieuse. On a maintenant une expérience de la gestion de ce risque-là, mais toutes les précautions sont prises parce que, bien entendu, on veut la plus grande vigilance nécessaire. Autre secteur qui suscite l'attention, les tests antidopage. L'International Testing Agency est aux manettes pour organiser et gérer les résultats des tests de quelques 4000 sportifs. Comment est-ce qu'on va pouvoir qu'un athlète a consommé des dopants ou pas? En fait, on va avoir ce qu'on appelle une méthode instrumentale dans laquelle on va avoir une liste de composés, donc tous les composés qui sont référencés comme étant des composés dopants. Et chaque composé a une masse exacte. Et grâce à ce système-là, on va pouvoir en fait détecter la masse du composé en question. Après, il y a plusieurs critères de confirmation de la molécule, mais c'est ce qu'on fait. Donc au laboratoire antidopage français, en fait, ils font ce qu'on appelle un screening ciblé de 300-400 molécules, il me semble, dans laquelle est référencé tous les composés comme étant dopants. La cérémonie officielle attend la participation de nombreux stars planétaires qui devraient faire briller Paris de mille feux. Voilà, c'était le dossier inter sur les Jeux Olympiques de Paris sous haute sécurité. Un dossier réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Paris. À l'agenda du vice-président ce jeudi, une rencontre avec la ACA. Le vice-président Tiemoko Meliette Kone a réceptionné le rapport 2023 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle au nom du président de la République. Ce rapport dresse entre autres l'état des lieux du secteur audiovisuel dans notre pays ainsi que les activités de régulation. L'année dernière, en 2023 donc, la ACA a produit 11 décisions, 5 communiqués et prononcé 34 sanctions. On retrouve notre reporter Mama Traoré. Comme l'année dernière, le vice-président de la République reçoit au nom du chef de l'État le rapport annuel d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, une démarche de redevabilité prescrite par la loi. Les textes
demande que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle remette son rapport d'activité annuelle, donc je dirais de l'année N-1, à Monsieur le Président de la République. Le document remis concerne l'exercice 2023. Il dresse l'état de santé du secteur audiovisuel. À fin 2023, la Côte d'Ivoire comptait, entre autres, 4 télévisions de service public, autant de stations privées commerciales et 281 radios de proximité. Suite au manquement constaté, le régulateur a dû arrêter 11 décisions. Dans son approche de la régulation, la ACA insiste sur le fait qu'elle met surtout l'accent sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Toutefois, au cours de l'année 2023, l'ACA, en termes de saisine et d'autosaisine, a pris plusieurs sanctions à l'encontre des médias audiovisuels. Elle en a pris au total 34 contre 12 en 2022. Cette augmentation du nombre des sanctions est due essentiellement, d'une part, au monitoring de la période électorale, période propice à des débordements, à des manquements, et d'autre part, à la prise en compte des réseaux sociaux dans la régulation. Afin de contenir les dérives constatées, l'an dernier a vu naître la charte des réseaux sociaux, conclue entre la ACA et les acteurs du digital. Une initiative qu'encourage le vice-président Timoko Meïlie Koné dans la perspective des échéances électorales de 2025. Je me réjouis donc de ces actions qui visent à établir des passerelles de discussion avec tous les nouveaux acteurs de la communication audiovisuelle en vue de les prendre en compte dans le système de régulation. C'est une excellente chose. Cette mission de vigilance et d'alerte a certainement amélioré la confiance des utilisateurs afin que la télévision, la radio et Internet demeurent ce qu'ils ne doivent jamais cesser d'être, à savoir des sources inépuisables d'informations, de connaissances, de services et non des instruments de trafic et de perversion. Je vous invite à être proactifs dans la lutte contre le fléau des fake news, notamment en faisant évoluer la charte des réseaux sociaux vers un projet de loi. En effet, s'agissant d'un phénomène de société qui gagne de l'ampleur, il importe d'associer le législateur à ce débat national. Monsieur le Président de la ACA, les défis sont nombreux, car le secteur de la communication audiovisuelle est un domaine en perpétuelle mutation, avec la création de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle générative qui s'affirme de plus en plus dans tous les domaines d'activité, dont la communication audiovisuelle. Ce remarquable outil suscite cependant quelques inquiétudes. J'exhorte par conséquent le régulateur que vous êtes à encadrer son usage par la définition de règles d'utilisation transparentes et responsables dans le domaine de la production et de la diffusion des contenus audiovisuels afin que les populations ne soient pas victimes de manipulation, de diffusion de fausses informations, d'images et de discours de haine et de violence. Récemment, la ACA a connu un renouvellement partiel de son collège. 9 membres sur les 13 du collège viennent ainsi de prendre fonction. Voilà, et dans le domaine toujours des médias, les membres de l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire étaient réunis en Assemblée générale il y a 24 heures à la Maison de la Presse au Plateau. Objectif, présenter officiellement la fêtière, son organisation et son fonctionnement. Mariam Sangaré, Sephora Zegui, Ngata Kwame pour le reportage.
Par ce geste, le vice-président du Sénat, Ndoye Yapi Raymond, investit le bureau exécutif national de l'UJPAGSI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Des journalistes professionnels qui ont décidé de promouvoir et de défendre les actions de développement réalisées par le gouvernement et les collectivités territoriales telles que les conseils régionaux et les mairies. Notre vocation en tant que journaliste, c'est d'accompagner l'État dans la réalisation des actions de développement en Côte d'Ivoire. Les démembrements de l'État, que sont les mairies, les conseils régionaux et les districts, posent énormément d'actions de développement à l'intérieur du pays. La communication qui se fait autour de ces activités n'est pas aussi à la hauteur. Seulement que souvent ils ont des difficultés pour accéder aux presses numériques, presse télé. Nous venons donc, en tant que journalistes professionnels, les accompagner. Plusieurs autorités administratives et politiques saluent cette initiative. Il est bon que ces choses-là soient sues. Je suis heureux que vous soyez là et vous avez dit que vous êtes là pour accompagner donc tous les instruments pertinents que nous avons déjà. Évidemment, ce n'est jamais suffisant parce que la communication se fait à temps et avec la manière qui soit dépourvue de toute considération qui peuvent entacher donc les rapports que vous faites. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier. Bravo à ces journalistes qui ont compris que le développement n'a pas de couleur. On peut être de n'importe quel bord, mais quand c'est bien fait, l'honnêteté recommande qu'on reconnaisse ce qui est bien fait. Le Sénat se tient donc prêt à leur côté. L'UJPAGSI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire, compte déjà 155 membres repartis dans les 31 chefs-lieux de région, tous prêts à relever le niveau de communication des collectivités territoriales. Hors de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en visite de travail et d'amitié à Accra, a échangé avec les chefs d'entreprise ivoiriens résidant au Ghana. Et cette rencontre, vous allez le voir, a permis à ces hommes d'affaires, à ces travailleurs de divers domaines d'exprimer leur volonté de promouvoir la destination Côte d'Ivoire au Ghana et de participer surtout au développement de leur pays d'origine. Konaté Moussa, Frodo Célestin sont nos envoyés spéciaux au Ghana. Le président de l'Assemblée nationale rencontre les cadres d'entreprises ivoiriens résidant au Ghana. À l'entame des échanges, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire situe le cadre. Nos compatriotes sont présents dans divers secteurs clés, tels que le commerce, l'éducation, l'agriculture, la santé et les technologies de l'information, etc. Leur contribution à l'économie locale est notable et renforce les liens économiques entre nos deux pays. Malgré ces réussites, des défis subsistent. Et c'est pourquoi votre visite revêt une importance particulière. Elle représente une opportunité de dialogue, de partage et de recherche de solutions pour améliorer davantage les conditions de vie de nos compatriotes ici présents. Après les propos introductifs de l'ambassadeur Félix Tanon, c'est au tour du secrétaire exécutif de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao de porter la voix de ces Ivoiriens résidant au Ghana. J'ai eu l'occasion d'entendre Monsieur le Président de l'Assemblée parler de la diplomatie économique, la diplomatie parlementaire. C'est très important parce que pour nous qui sommes à l'étranger, il est important de voir tout ce que nous apprenons ici, ce que ça peut apporter à notre pays. Demain, nous repartirons en Côte d'Ivoire. Nos expériences, mais aussi dans les réflexions, des réformes, des propositions au Parlement, il y a des choses que nous pouvons apporter. Donc nous, les Ivoiriens de l'étranger, sommes prêts. Des mots de remerciement et d'encouragement en faveur des autorités ivoiriennes. Le président de l'Assemblée nationale traduit sa satisfaction à l'endroit de ses responsables d'entreprise. J'ai vu à la présentation que parmi vous, il y avait un répertoire de compétences pour divers secteurs dont le pays a besoin, dont le Ghana a besoin. Mais le tout, c'est que vous puissiez apporter et au Ghana et à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des peuples frères. Vous devez vous battre pour un retour de vos compétences, mais pour participer à l'émergence des champions nationaux. Adama Bictogo rassure également ses cadres entrepreneurs ivoiriens de la volonté du gouvernement à soutenir
toute initiative pouvant contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Voilà, et dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire, justement, la campagne coton 2023-2024 est lancée. Le prix de kilogramme est maintenu à 310 francs CFA pour le premier choix et 285 francs CFA pour le deuxième choix. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Ayumani, des prix inchangés au regard de la campagne de commercialisation passée. Nous écoutons le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayumani. Il est au micro de notre reporter Lancine Bakayoko. Les prix d'achat du coton graine sont fixés comme suit. 310 francs par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. L'appui financier du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025 est de 11,939 milliards de francs CFA sous la forme d'un complément de prix d'achat du coton graine et d'un soutien du prix de cession des intrants, c'est-à-dire les engrais et les insecticides, aux producteurs. Ainsi, les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières sont NPK 18 100 francs le sac de 50 kg, l'urée 17 050 francs CFA le sac de 50 kg, insecticides 35 000 francs CFA par hectare pour les 7 passages de tout le cycle culturel. Pour la campagne 2024-2025, les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton, graines et un rendement de 1000 kg par hectare. La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération en matière de solidarité et de protection sociale. Le modèle marocain inspire. La ministre Miss Belmondo Dogo vient d'effectuer une mission au royaume chérifien. Elle a sillonné plusieurs centres sociaux pour s'imprégner de leur fonctionnement et politique d'entraide solidaire et de protection sociale. Une mission aux retombées positives pour notre pays, la Côte d'Ivoire, comme nous l'explique notre envoyé spécial au Maroc, Michel Mambo. L'entraide solidaire et la protection sociale au cœur d'une séance de travail. Puis, direction le terrain. Miss Belmondo Dogo veut s'imprégner de la stratégie mise en place par le royaume chérifien sur la question. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté parcourt alors plusieurs centres et complexes sociaux pour davantage comprendre le dispositif. Les gens qu'on reçoit ici doivent être âgés plus de 60 ans, ils n'ont pas de revenus fixes, ils n'ont pas de domicile fixe et ils n'ont pas d'enfants. Nous, on les prend en charge à 100%, c'est-à-dire nourriture, logement, côté médical, loisirs et elles font des lectures de Coran. On offre des prestations aux personnes en situation de handicap. Tout est digitalisé depuis l'accueil. Tous les renseignements liés à la personne concernée ils sont recueillis par une personne chargée de l'accueil. On a même une borne interactive où n'importe quelle personne peut faire la recherche elle-même, voir toutes les conditions demandées pour avoir telle ou telle prestation. Un complexe d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap, un centre d'accueil des personnes du 3e âge, un autre offrant gîte couvert aux femmes victimes de violences, un centre d'encadrement des enfants vulnérables ou, en conflit avec la loi, Miss Belmondo Dogo fait le tour. L'expérience est enrichissante. Nous retournons en Côte d'Ivoire avec un esprit ouvert dans ce sens que le digital peut permettre beaucoup de choses, mais surtout le partenariat public-privé, parce que tous les centres que nous avons visités sont des centres aux mains des ONG, des fondations. Et derrière, mon homologue, la ministre de la Solidarité, a tout un arsenal qui permet le suivi.
Mais ce que je retiens le plus est que ce n'est pas l'État qui est en avant, c'est plutôt les ONG, le privé, et derrière l'État fait le contrôle. Mission fructueuse pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dans ses valises, de nombreux acquis. Et la nouvelle est tombée ce jeudi. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le nouvel archevêque métropolitain de Bouaké. Il a été nommé aujourd'hui par le pape François. Sa prise de possession canonique aura lieu le 14 septembre prochain au diocèse de Bouaké, où il a exercé comme évêque auxiliaire et administrateur apostolique. Grâce Kando. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, nommé nouvel archevêque métropolitain de Bouaké, précédemment évêque auxiliaire et administrateur apostolique du dit diocèse. Originaire du diocèse de Grand Bassam, le nouveau prélat de l'archidiocèse de Bouaké a été ordonné le 13 décembre 1977 après sa formation au moyen séminaire de Yopougon et au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Plusieurs fonctions sont à mettre à l'actif du nouvel archevêque de Bouaké. Il fut entre autres secrétaire général du diocèse de Grand Bassam, directeur diocésain des œuvres pontificales et vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Docteur en théologie biblique de l'Université de Strasbourg, la prise de possession canonique de Monseigneur Jacques Asanvo se fera le 14 septembre prochain. L'archidiocèse de Bouaké est divisé en 8 secteurs et 4 doyennés. Il compte une centaine de prêtres. Voilà, plus loin, le ministre Laurent Tchagba est en mission en Italie. Au nom de la Côte d'Ivoire, il a entrepris la recherche de financement dans le cadre de la politique de lutte contre le déboisement des forêts, l'une des causes du réchauffement du climat. Et dans cette perspective, il a rencontré des décideurs d'entreprises pétrolières comme Eni Énergie, avec laquelle un accord de partenariat est en cours d'élaboration. Envoyés spéciaux à Rome en Italie, Fernand Conan et Eugène Tobi. La visite du ministre Laurent Tchagba au siège de Eni Énergie à Rome préfigure la matérialisation du partenariat financier entre la Côte d'Ivoire et cette multinationale italienne spécialisée dans la recherche, la prospection et l'exploitation pétrolière. C'est à elle que l'État ivoirien a concédé l'exploitation de son gisement Baleine, situé à 70 km de la côte d'Abidjan, à une profondeur de 1200 mètres. Eni va émettre des gaz à effet de serre. On émet des gaz à effet de serre, il faut pouvoir faire quelque chose pour les compenser. Et Eni a choisi les forêts pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce contexte que Eni a mené une étude de faisabilité sur 20 forêts classées. Finalement, c'est 14 forêts classées qui ont été retenues. Il faut dire que c'est un cas unique au monde de générer des crédits carbone qui seront investis dans le même pays. L'enjeu de la présence du ministre des Eaux et Forêts dans les locaux de ce puissant groupe pétrolier, obtenir des fonds pour soutenir la politique de préservation des forêts ivoiriennes dans un contexte de changement climatique. La poignée de main entre le ministre des Eaux et Forêts et l'Italien Andrea Marsanich, au-delà du rite protocolaire, exprime l'assurance pour les deux parties de trouver un modus vivendi. Tout a été finalisé, bouclé. Ce protocole d'accord, s'il était signé, va permettre de faire 18 000 hectares de reboisement, 13 000 hectares d'agroforesterie et 8 000 hectares de conservation de la forêt. Et avec des développements d'un certain nombre d'infrastructures dans les 14 forêts qui ont été retenues pour ce projet-là. L'appui du secteur privé est fortement souhaité à hauteur de 65% pour un financement arrêté à la somme de 616 milliards de francs CFA. La méga multinationale italienne y contribue pour 65 milliards de francs CFA relativement à son engagement pris lors de la signature de la convention avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui fait un grand pas dans sa stratégie de décarbonation.
Voilà, et la Côte d'Ivoire est au travail. Dans le cadre donc de sa politique générale de développement du réseau routier national, le gouvernement ivoirien a identifié un ensemble de routes prioritaires dont l'aménagement devrait désenclaver les régions avec une facilitation d'accès, d'échange et de libre circulation des personnes et des biens. Des travaux de bitumage sont annoncés à l'ouest et au nord-ouest de notre pays. Kader Sogodogo pour le reportage. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Séguéla-Touba font partie d'un vaste programme de réhabilitation et de réalisation d'infrastructures routières initié par l'État de Côte d'Ivoire. Une initiative dans la stratégie gouvernementale de relance du développement économique du pays. Pour la bonne exécution des travaux de construction de l'axe Séguéla-Touba-Waninou-Sawela, une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier visite le chantier d'environ 126 km. Malgré les difficultés, les travaux se déroulent doucement. Mais nous espérons qu'après le passage des pluies, les travaux vont monter en puissance. Les travaux de bitumage de l'axe Biankouma-Sipilou, le chantier d'aménagement et de renforcement de la route Diokoué-Giglo-Blolequin, tout comme les chantiers de bitumage des voiries dans les communes de Mans et Touba, sont aussi visités. Dans le district des montagnes, aujourd'hui les travaux que nous avons en cours sont autour de 160 milliards 900 millions. La réhabilitation de la route Diokoué-Giglo jusqu'à Bleulequin, tout le pleu, qui fait 162 km. Et entre Biakouma et Sipilo, 104 km, plus les deux bretelles, la bretelle de Kabakouma, 7 km, et celle de Sokorala, qui fait 9 km, ça fait 16 km. Ça fait on a un linéaire total de 80 km. Dans toutes les localités traversées, c'est la joie chez les populations qui expriment leur reconnaissance au président de la République. Avant, il n'y avait pas de route. Les voitures tombaient, les motos tombaient avec nous. Il y avait plein d'accidents. Vraiment, je remercie le président avec ses staffs. Je suis content. En quittant Guablasso pour aller à Biankouma, il n'y a pas de route. En quittant Guablasso pour aller à Siplou, il n'y a pas de route. Dans les temps de pluie là. Donc on est très content qu'ils sont venus nous aider. Ce sont plus de 215 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la réalisation de ces travaux. Des travaux qui, à terme, vont permettre une mobilité pour l'ensemble des populations, mais surtout qui seront gages de développement économique pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et la paix fait le lit du développement. Justement, Poga Sivori, nouveau président des chefs du département de Gagnoa, a été investi en présence de plusieurs autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi que face à des ministres comme le ministre Mabrito Akeuze, la ministre d'État Anne Désiré Oloto et la ministre Miss Belmondo Dogo. Le nouveau président aura pour mission de travailler à renforcer la paix et la cohésion sociale dans tout le département de Gagnoa. On va terminer par l'Éthiopie, où environ 257 personnes ont perdu la vie suite à un glissement de terrain. Cette catastrophe est survenue lundi dernier au sud de l'Éthiopie et selon l'ONU, le bilan pourrait bientôt atteindre les 500 morts. Notons que cette région avait déjà connu des glissements de terrain ces dernières années durant la saison des pluies, mais jamais avec un bilan humain aussi lourd. Les opérations de secours se poursuivent et les habitants creusent, comme vous le voyez sur ces images, principalement à main nue ou avec des pelles, faute d'autres options. Fin de ce 20h, je vous souhaite la paix dans votre entourage et je vous retrouve avec le même bonheur, avec grand plaisir demain 20h. Portez-vous très bien. Prenez